Quand j'ai vu l'annonce, j'ai éclaté de rire. 100 $ de l'heure pour être agent de sécurité? Impossible. Ça devait être une erreur de frappe ou une arnaque. Mais le désespoir pousse parfois à faire des choses insensées. Avec mes économies, qui fondaient comme neige au soleil et aucune autre piste en vue, j'ai fini par postuler quand même. Le lendemain, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu s'affichait à l'écran. « Jonas ?» La voix à l'autre bout du fil était essoufflée, presque fébrile. En arrière-plan, j'entendais un vacarme métallique, comme si quelqu'un fouillait dans une casse automobile. « C'est moi », ai-je répondu. « Fantastique. Je suis Dave. Vous avez postulé pour le poste de sécurité. Toujours intéressé ? J'aimerais vous rencontrer pour un entretien rapide. » J'étais stupéfait. Des semaines sans la moindre réponse à mes candidatures, et ce type m'appelait moins de 24 heures après ma demande. « Oui, bien sûr », ai-je dit en essayant de garder mon calme. « Génial. Je vous envoie l'adresse par SMS. C'est un café. Je n'ai pas de bureau pour le moment. 15 heures. Ça vous convient ? » J'ai jeté un œil à ma montre. Midi. Rien de mieux à faire. Ça marche. À peine l'appel terminé, mon téléphone a vibré à nouveau. Un message. L'endroit était à 10 minutes de chez moi. Quand je suis arrivé, je me suis installé à l'une des tables en terrasse. Le café était pratiquement désert, à l'exception d'une femme près de la porte, le nez plongé dans un livre de poche. Pourtant, j'avais la curieuse impression qu'elle m'observait à travers les pages. Puis Dave est apparu. Impossible de le manquer. Grand comme un réverbère, avec des cheveux blonds plaqués en arrière. Si lisse qu'on aurait dit un casque. Son costume bleu marine était au moins 2 tailles trop petit, les manches s'arrêtant bien avant ses poignets et le pantalon trop court pour cacher ses chaussettes, noires et usées. Il portait une mallette qui semblait plus décorative que pratique, comme si elle pouvait s'effondrer sous le poids d'un simple carnet. « Jonas ?» demanda-t-il, avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux. J'ai hoché la tête et nous avons échangé une poignée de main. Son étreinte était moite. « Allons droit au but », dit Dave en laissant tomber sa mallette à ses pieds et en joignant les mains sur la table. Le poste, c'est 5 nuits par semaine, de 21h à minuit. Il y a quelques règles à suivre, mais on en parlera si vous acceptez le boulot. Il parlait vite, comme un homme pressé, et ses yeux ne cessèrent de balayer les environs, comme s'il s'attendait à être interrompu à tout moment. « Qu'est-ce que je suis censé surveiller exactement ?» ai-je demandé. Dave hésita, puis se racla la gorge. « Vous avez déjà entendu parler de Chickies ?» Je secouai la tête. C'était une chaîne de restaurants, fermée depuis quelques années. Mais le premier établissement, la société, en est toujours propriétaire. Ils ont besoin de sécurité supplémentaire. Son explication était vague, et son langage corporel hurlait qu'il aurait préféré être n'importe où sauf ici. Il y a une raison pour laquelle ils ont besoin de sécurité en plus. Des gens essaient de s'introduire. Il lâcha un petit rire nerveux. Disons ça comme ça. La réponse ne me rassura pas, mais je laissai couler. J'avais plus besoin de ce job que d'explications. Et le salaire, dis-je en recentrant la conversation sur l'essentiel. C'était pas une erreur ? 100 $ de l'heure ? Oh non, aucune erreur, répondit Dave, sa voix soudain plus enjouée, comme si un poids venait de disparaître. On veut des gens sérieux, capables d'aller jusqu'au bout pour assurer la sécurité de ce bâtiment. Et tout à coup, l'étrangeté de son comportement disparut. L'homme nerveux et agité s'était évaporé, remplacé par un commercial capable de vous vendre du sable en plein désert. Je n'allais pas refuser 100 $ de l'heure sous prétexte que mon futur patron était un peu bizarre. « Alors ?» dit Dave en se penchant légèrement en avant. « Qu'est-ce que vous en pensez ? Toujours intéressé ?»« Oui, » répondis-je, sans la moindre hésitation. Le mot m'avait échappé, avant même que je puisse réfléchir. « Merveilleux !»« Oh, merci 1000 fois, Jonas !» Il me saisit la main et la secoua avec tant d'enthousiasme que mon épaule en fut secouée. « Je vous enverrai l'emploi du temps et l'adresse demain matin. »« Merci pour l'entretien, » répondis-je en me levant en même temps que lui. « Non, non, c'est moi qui vous remercie. » Vous n'avez pas idée à quel point ça compte pour moi. Nous nous séparâmes et je rentrai chez moi, repassant en boucle cette rencontre étrange dans ma tête. Quelque chose clochait avec ce boulot. Il y avait forcément un détail que Dave ne me disait pas. Pourquoi tant de secrets ? Pourquoi un salaire aussi absurde ? À peine arrivé chez moi, j'étais persuadé que cette affaire cachait quelque chose de louche. Mais si ça signifiait de l'argent facile, qu'il en soit ainsi. Le lendemain matin, je reçus un email avec tous les détails, l'adresse du bâtiment et mon emploi du temps pour la semaine. Je répondis en demandant s'il y aurait une formation. Dave me répondit 1 heure plus tard. « Brandon vous mettra au courant votre première nuit », écrivait-il. Cette réponse évasive m'agaça, mais je n'insistai pas. Une semaine plus tard, je pris la route pour le site, un trajet d'une vingtaine de minutes. J'arrivai 10 minutes en avance. L'endroit était entouré d'une haute clôture grillagée, surmontée de barbelés rouillés.
Des panneaux « Accès interdit » étaient placardés partout, hurlant à quiconque s'approchait de faire demi-tour. Je me garai à côté de 2 autres voitures, juste devant le portail, puis sortis dans la fraîcheur de la nuit. Le portail grinça quand je le poussai, et une étrange impression me saisit, celle d'être observé. Le bâtiment était immense, bien plus que ce à quoi je m'attendais pour un restaurant. Ses fenêtres étaient condamnées par des planches de bois vieillies, griffonnées de graffitis menaçants. « Dégage et méfie-toi ». L'enseigne de Chiquis trônait au-dessus, délavée et brisée. Son joyeux mascotte, un chien jaune animé, défiguré par des croix noires à la place des yeux. Le terrain en friche autour du bâtiment était envahi de hautes herbes et de mauvaises herbes tordues comme des doigts squelettiques. 2 lampadaires à la lumière blafarde projetèrent de longues ombres inquiétantes sur la façade. Derrière, une caravane se tenait dans une semi-obscurité, baignée par la lueur faible d'une lampe de Porsche. Je m'approchai et frappai à la porte métallique. Le bruit résonna dans le silence. Un instant, il me sembla percevoir un bruissement dans les buissons derrière moi. Je me retournai brusquement, rien, juste le vent qui agitait la clôture. La porte s'ouvrit et un type passa la tête. Cheveux longs, tatouage d'un oiseau sur le cou. Son regard s'attarda sur moi une seconde de trop. « Jonas » demanda-t-il. « Jonas » corrigeai-je. Il haussa les épaules et recula pour me laisser entrer. « C'est pareil. Allez, entre. » L'intérieur de la caravane était spartiate. Une table avec un micro-ondes, 3 chaises dépareillées, un mini-frigo et une petite salle de bain. Un autre homme était assis à un bureau au fond, les yeux rivés sur 3 écrans de surveillance diffusant des images granuleuses du terrain. Un 4e écran restait éteint, un post-it collé dessus avec la mention « hors service ». « Jonas » annonça le premier en attrapant un gobelet fumant rempli de nouilles instantanées. « T'es en avance » fit remarquer l'homme au bureau. Il était chauve, une cicatrice zébrant le côté gauche de son visage. « J'aime être en avance » répondis-je. L'homme hocha la tête. « Brandon va te faire le tour. » Le premier type, Brandon, supposai-je, poussa un soupir, enfournant une bouchée de nouilles avant de me faire signe de le suivre. Il me tendit une lampe torche avant de sortir, et nous nous enfonçâmes dans la nuit. « Le boulot est simple, » déclara-t-il, la bouche encore pleine. « La plupart du temps, tu restes dans la caravane. Toutes les heures, quelqu'un fait un tour du périmètre pour vérifier que personne ne tente de s'introduire. Facile. » Je balaya les environs avec la lampe torche, son faisceau tranchant l'obscurité. Le silence était pesant, à peine troublé par le bruit sec de nos pas dans l'herbe desséchée. Au-delà de la clôture, les arbres se dressaient, immobiles et sombres. « Il y a quelques règles, par contre, » ajouta Brandon en me lançant un regard en biais. « Tu écoutes ?» Je hochai la tête. « Règle numéro 1, pas de couleur vive, tenue sombre obligatoire. » Il tira sur son t-shirt noir pour illustrer son propos. « Règle numéro 2, rounds de surveillance à 10, 11 et minuit. Pas d'exception, pas d'excuse. Compris ? Compris. » Nous atteignîmes l'extrémité opposée du terrain, la caravane n'étant plus qu'une lueur pâle dans le lointain. Brandon s'arrêta, scrutant l'obscurité. Une nouille glissa de son gobelet et tomba sur la terre battue. Derrière lui, un bruissement agita les buissons. « Et la règle numéro 3, dit-il en baissant la voix. Celle-là, c'est la plus importante, la règle d'or. » Il pointa sa fourchette vers moi. « Quoi qu'il arrive, tu n'entres pas dans Chiquis, compris ?» Je jetai un coup d'œil au bâtiment. Une porte se trouvait tout près, avec un panneau « Exit » peint dessus en lettres rouges sang. La peinture avait l'air fraîche, presque humide. « Bien reçu, répondis-je. Brandon hocha la tête, son expression indéchiffrable sous la lumière vacillante. « Bien. » Il repartit d'un pas rapide vers la caravane, et je le suivis. Le silence autour de nous était dense, oppressant, et soudain, bang! Un bruit violent déchira la nuit, résonnant contre les murs du bâtiment. Je me figeai, la lampe torche tremblant légèrement dans ma main, alors que je la braquais dans la direction du bruit. Seules les ombres me répondirent, mais cela ne suffit pas à empêcher un frisson de me remonter l'échine. J'avalai ma salive avec difficulté, scrutant les environs. Nous étions au milieu de nulle part, avec à peine assez de lumière pour voir à quelques mètres devant nous. Une pensée sournoise s'immisça dans mon esprit. Si quelque chose nous arrivait ici, combien de temps faudrait-il avant que quelqu'un ne nous trouve ? « Allez, viens !» lança Brandon, sa voix me tirant de mes pensées. Je me hâtais de le rejoindre, essayant d'échapper à l'inquiétude qui me rongeait. Lorsque nous arrivâmes à la caravane, Marc était toujours à son poste, faisant tournoyer un stylo entre ses doigts, le regard rivé sur les écrans de surveillance avec la concentration d'un homme ayant répété ce geste des milliers de fois. « Alors, comment ça s'est passé ?» demanda-t-il sans même détourner les yeux. « Super !» répondit Brandon en vidant les dernières gouttes de son bouillon de nouilles avant de jeter le gobelet sur la table. Marc se tourna légèrement vers moi, me jetant un bref coup d'œil. « T'as le 2e tour à 11 heures. En attendant, mets-toi à l'aise. »
Je pris place sur la seule chaise libre, mon regard dérivant vers les écrans. Les images étaient ennuyeuses. Des étendues de terre vides, le bâtiment barricadé et rien d'autre. Il ne fallut pas longtemps avant que ma curiosité ne me rattrape. « Qu'est-ce qu'on garde exactement ?» demandai-je, brisant le silence. Marc eut un petit rire sec, sans joie. « Le bâtiment !»« Allez !» insistai-je. « Il n'y a aucune chance qu'on nous paye 300 $ la nuit juste pour surveiller un vieux resto abandonné. »« Il est hanté !» répondit Marc avec un sourire en coin. « Sérieusement ?» demandai-je dubitatif. « Non !» dit-il, éclatant de rire. Brandon s'adossa à sa chaise, le visage impassible. « Il y a quelque chose à l'intérieur, lâcha-t-il. Quelque chose d'important. C'est pour ça qu'ils nous payent autant. » De la drogue ? Laissai-je échapper avant même d'avoir pu réfléchir à mes mots. Brandon haussa les épaules. Peut-être. Aucun des deux ne semblait vouloir poursuivre la conversation, alors nous restâmes dans un silence pesant jusqu'à 10 heures, lorsque Brandon se leva pour faire son tour de garde. Je le suivis du regard sur les écrans alors qu'il longeait le bâtiment, sa lampe torche éclairant les ténèbres. À un moment, il s'arrêta, braquant le faisceau sur le côté du bâtiment comme s'il avait entendu quelque chose. Mais au lieu d'aller voir, il reprit sa route. Lorsqu'il revint, il se laissa tomber sur sa chaise. « Rien à signaler », grommela-t-il en sortant son téléphone. Je n'arrivais pas à me débarrasser de cette sensation étrange. Mon esprit s'emballait, cherchant des explications plausibles. Pourquoi cacher de la drogue dans un restaurant abandonné? Et pourquoi maintenir une équipe de surveillance réduite pour le garder? « Vous savez pourquoi cet endroit a fermé ?» demandai-je, brisant une nouvelle fois le silence. Marc se tourna vers moi, son regard perçant. « Violation des droits de l'homme », répondit-il d'un ton neutre. « Quel genre de violation ?» insistai-je. Marc se pencha légèrement en avant, effleurant sa hanche du bout des doigts. C'est là que je vis son arme, discrètement holsterisée. Sa voix se fit plus grave. Des trucs vraiment tordus. J'ai entendu plein d'histoires, mais moi, je pose pas de questions. Et si tu veux garder ce boulot, tu ferais mieux d'en faire autant. Marc m'avait pris de court par la brutalité de son ton. Si on gardait quelque chose d'aussi important, on ne pouvait quand même pas laisser quelqu'un blessé à l'intérieur, pas vrai? Je restais là, la lampe torche tremblant dans ma main, tendant l'oreille pour capter un autre son venant du bâtiment. Faible, mais bien réel, j'entendis des pas lourds et des gémissements sourds. Quelqu'un était là-dedans, et il n'avait plus beaucoup de temps. « Écoute, dis-je, ma voix plus ferme que je ne m'y attendais, malgré la tension qui me nouait l'estomac. Je me fiche de ce qu'on garde ou de son importance. S'il y a quelqu'un blessé là-dedans, je vais le sortir de là. Jonas, je te jure devant Dieu. » Marc siffla à travers le talkie, sa voix crispée par la colère. « Ignore ça. Reviens à la caravane, tout de suite. » Au loin, j'entendis la porte de la caravane claquer et des pas lourds frapper le sol. Ils venaient de me chercher, mais c'était trop tard. J'étais déjà en train de courir vers l'une des fenêtres condamnées. Mes mains s'agrippèrent aux planches, cherchant une prise, jusqu'à ce que je parvienne à en déloger une. Sans hésiter, je me faufilai à travers l'ouverture et basculai dans l'obscurité. Derrière moi, j'entendis la voix de Brandon. « Toi, prends la sortie. Moi, je passe par la fenêtre. » La planche se remit en place dans un bruit sec, tandis que je touchais le sol à l'intérieur du bâtiment. Et immédiatement, je compris que j'avais fait une erreur. L'odeur fut la première chose qui me frappa. Une puanteur épaisse, écœurante, un mélange de pourriture et d'immondice qui me retourna l'estomac. Sous mes pieds, des cafards détalèrent dans tous les sens, et le craquement de leur corps minuscule résonna comme des coups de feu dans le silence. Des rats s'enfonçaient dans des tas de détritus en décomposition, leur pelage huileux brillant sous le faisceau tremblant de ma lampe. « Jonas !» La voix de Marc siffla quelque part non loin, mais je ne répondis pas. Ma respiration était saccadée alors que je m'enfonçais plus profondément dans l'obscurité, mes chaussures s'enlisant dans des plaques de crasse collants. Plus j'avançais, plus l'odeur devenait insoutenable. Je suffoquais, tirant le col de mon t-shirt sur mon nez, mais ça n'aidait en rien. Et puis je les entendis. Des pas précipités, lourds, rapides, se rapprochant à toute allure. Je me retournai juste à temps pour voir une ombre filer devant moi, trop rapide pour que mon cerveau puisse l'analyser. Mon cœur s'emballa. Je fis un pas en arrière, manquant de trébucher sur un tas informe de... quelque chose. Un bruit de lutte éclata derrière moi, suivi du cri paniqué de Brandon. « Putain de merde !» hurla-t-il. Des coups de feu déchirèrent l'air, assourdissant dans l'espace confiné. « C'est quoi ce bordel ?» La voix de Brandon se brisa sous l'effet de la terreur. « C'est lui !» hurla Marc. « Il crève pas !» Ma lampe torche tremblait alors que je sprintais vers la fenêtre, mon épaule s'écrasant contre la planche de bois. Une douleur fulgurante me traversa tandis que je poussais de toutes mes forces, le bois gémissant sous la pression. Derrière moi, les coups de feu continuaient, suivis d'un hurlement à glacer le sang. Enfin, la planche céda, et je basculai à l'extérieur, m'écrasant dans la terre froide.
Mon épaule pulsait de douleur tandis que je roulais sur le dos, haletant. Rampant jusqu'à la fenêtre, je tendis l'oreille. Silence. Puis, à peine audible, humide, vint le son d'une mastication. Je me figeais, mon souffle suspendu, mon esprit peignant des images que je refusais de voir. La panique s'empara de moi et je me précipitai vers ma voiture. Mes mains tremblaient en fouillant mes poches pour les clés que je faillis laisser tomber avant de parvenir à déverrouiller la portière. Je sautai à l'intérieur, claquant la porte et enclenchant les verrous. Pendant quelques secondes, je restais là, le cœur battant à tout rompre, attendant que Brandon ou Mark surgissent. Mais ils ne vinrent pas. À leur place, autre chose apparut. Ça s'avança dans la lueur pâle des lampadaires, voûté, traînant les pieds. D'abord, je crus voir un homme, mais en s'approchant, la vérité m'apparut. C'était grand. Son corps nu était couvert de touffes de poils jaunes et secs, comme si on les avait cousus à même la chair. Ses bras, grotesquement longs, pendaient presque jusqu'au sol, et ses pieds déformés ressemblaient en davantage à des pattes qu'à des pieds humains. Mais c'était son visage qui était le pire. Des touffes de poils jaunes jaillissèrent d'un crâne presque chauve, et là où auraient dû se trouver des oreilles humaines, il n'y avait que des appendices flasques, comme des oreilles de chien, accrochées de manière grossière. Elles étaient grises, pourries, déchiquetées. Une queue s'agitait derrière lui, d'un mouvement saccadé, maladroit. Il m'avait vu. La créature bascula soudain à quatre pattes, ses membres se tordant de manière contre-nature et laissa échapper un grondement sourd. Mon sang se glaça. Elle fonça vers la clôture, avec une rapidité et une agilité inhumaines. Je passai la voiture en marche arrière, les pneus dérapant dans la terre. La chose bondit sur la clôture et l'escalada avec une aisance impossible. J'enclenchai la première et écrasai l'accélérateur, le moteur rugissant alors que je m'élançai sur la route. Je ne regardai pas en arrière avant d'avoir rejoint la grande route. Lorsque je jetai enfin un coup d'œil dans le rétroviseur, la chose avait disparu. Mais je n'arrivais pas à me défaire de l'impression qu'elle était toujours là, cachée quelque part dans l'ombre, à me surveiller. Je roulais jusqu'à ce que la jauge d'essence frôle le vide et m'arrêtais dans un motel pour la nuit. Mais je ne dormis pas. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais cette chose me poursuivre, sa silhouette cauchemardesque me déchirant en lambeaux. À l'aube, je repris la route, n'importe où, tant que c'était loin de cette ville. À une station-service, je sortis pour faire le plein. Mes mains tremblaient encore quand je revins vers la voiture. C'est là que je le vis, un bout de papier coincé sous l'essuie-glace. Le cœur au bord des lèvres, je l'attrapais. C'était un flyer. Rejoignez-nous pour la grande réouverture de Chickies, la semaine prochaine. Juste en dessous, l'adresse du bâtiment. Et un dessin du chien jaune, la mascotte. Ses yeux peints semblaient me suivre. Et, l'espace d'un instant, j'aurais juré que son sourire s'était agrandi. Je froissais le flyer dans ma main et balayais le parking du regard. Vide. Mais au fond de moi, je savais que je n'étais pas seul. Et elle est histoire 2. Le clair de lune transforme la nuit lorsqu'il brille de toute sa force accompagné de sa petite sœur, projetant une lueur d'aube égarée en plein minuit. Dans cette contrée, là où les ombres s'étirent, loin dans les puits d'obscurité, la forêt murmurait des secrets que seuls les audacieux pouvaient entendre. On l'appelait la nuit hurlante. J'étais encore en train d'apprendre, tentant de décrypter la symphonie cachée dans les soupirs des arbres, cherchant cette mélodie insaisissable. Si cette chanson avait été la mienne depuis le début, peut-être que mon ombre ne me semblerait pas si pâle, peut-être que les autres ne se seraient pas détournés. Alors que je rentrais chez moi, la nuit se dévoilait en sons. Le bruissement de l'herbe, le chant des oiseaux invisibles, chaque note d'un même grand orchestre. La mélodie n'était pas seulement dans la forêt, elle était la forêt. Un rythme qui liait tout ensemble, une harmonie que l'on pouvait ressentir à condition d'écouter. Elle me guidait, m'attirant au-delà de l'horizon visible, une mélodie si envoûtante qu'elle semblait éternelle, jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Et alors vint le silence. Pas une simple absence de bruit, un vide, épais, oppressant. Rien ne me terrifie plus que ce qui peut arracher la chanson au monde. De l'autre côté de la route, le chaos, une marée de caisses brisées, de bois éclatés, éparpillés comme après une tempête. Des traces de pneus griffaient le sol, témoins muets d'une frénésie. Accélération brutale, embardée, désespérée, arrêt précipité. Quelque chose s'était passé. Mais quoi? Et c'est alors que je les vis. Les cigales. Elles ne bougeaient pas, elles ne chantaient pas. Les cigales sont des créatures de la chanson, nées du rythme du monde. Elles arrivent toujours à l'heure, orchestrant leur bourdonnement en un chœur assourdissant. Leur silence était une erreur, comme une note manquante dans une mélodie que l'on croit connaître par cœur. J'ai frappé dans mes mains, une seule fois, sèchement. Le son résonna un instant avant que la forêt ne réponde, d'abord avec hésitation. Les cigales reprirent timidement leur chant, hésitants, entrecoupés de silence, bientôt rejoints par les coassements et les bruissements prudents de la vie des marais.
Le monde sembla expirer un souffle retenu trop longtemps, mais le poids du silence persistait, gravé dans la nuit comme un avertissement. Je n'arrivais pas à chasser la froide angoisse qui s'était insinuée en moi. Pour la repousser, je sortis ma flûte et jouai une brève mélodie, vive et légère. Le marais s'éveilla sous mes notes, ses esprits dansant au gré de l'air enjoué. Un instant, j'en oubliais presque l'inquiétude qui me rongeait, mais elle était toujours là, tapie à la lisière de mon esprit, une ombre impossible à chasser. Un hélicoptère rugit au-dessus de moi, son projecteur balayant la surface du marais avant de disparaître dans le lointain. ATF, pensai-je en accélérant le pas. Leur présence ici n'annonçait jamais rien de bon. J'accélérai vers la cabane de l'oncle Veldemont, dont la lueur perçait l'obscurité comme une braise récalcitrante. Sa lanterne d'âme bleutée vacillait paresseusement, tandis que les notes traînantes de son guimbarde résonnaient sur l'eau, un écho obstiné du fait que certaines choses, au moins, restaient immuables. « Pas de descente ce soir », murmurai-je, soulagé, en m'approchant. L'oncle Veldemont était appuyé contre sa cabane, une jarre de moonshine de canneberge suspendue à son bras. Ses lèvres enserraient son instrument, mais ses yeux, eux, souriaient en me voyant. « Tu comptes partager ce breuvage ?» plaisantai-je en faisant tournoyer ma flûte entre mes doigts. Il esquissa un rictus, sa barbe poisseuse de résidus sucrés. L'alambic tourne encore. Je pensais que tu me ramènerais ma hache bien aiguisée. Tout ce que t'as, c'est des notes aigries. Le manche a cassé, expliquai-je en levant une main en guise de serment moqueur. Je le réparerai. Un manche en chêne brisé. Il arqua un sourcil sceptique. Ou peut-être que j'ai perdu la tête, je l'ai lancée, et elle a fini par décrire un bel arc jusqu'au fond de l'étang. J'avançai la main vers la jarre de moonshine, mais il me la repoussa d'un revers ferme. « Si ça se refait, c'est toi que je balance dans l'étang, » grogna-t-il en désignant le tas de bois d'un mouvement du menton. « Et tu me fendras le double pour compenser. » Je changeai vite de sujet. « J'ai vu quelque chose d'étrange sur la route. On aurait dit un accident. »« Des coups de feu, » dit-il, et son ton changea. « Dogman, peut-être. Tu ferais mieux de rester ici jusqu'à l'aube. » Je secouai la tête. « Ça ira. Rien. Là dehors ne me fait peur. » Du moins, c'est ce que je voulais croire. Mais, alors que je reprenais le chemin du retour, le marais perdit à nouveau sa voix, et la terreur revint, s'insinuant en moi, nouant ses doigts glacés autour de ma colonne. Mon âme est jeune, attachée à un lieu bien plus ancien que moi. J'étais là, quand ils ont façonné le sifflet d'os d'élan. Du moins, c'est ainsi que je l'explique, même si ce n'est pas tout à fait exact. Vous appelleriez cela un rêve, mais c'est autre chose, quelque chose dont je n'ai pas les mots. Même aujourd'hui, je l'entends parfois, dans les brumes qui précèdent pas l'aube, un souffle fantomatique qui semble venir de partout et de nulle part à la fois. C'est la première mélodie, celle qui a promis au monde qu'il s'éveillerait à nouveau, que tout allait bien. Cette nuit-là, quelque chose s'agita dans le marais, une présence qui glaça mes os et volait le souffle du monde alentour. Quelque chose possédait le sifflet d'os d'élan. Je restais figé, fixant les ombres entre les genoux des cyprès, et je jurerais que le marais me fixait en retour. Les cigales et leurs compagnons emplissaient l'air de bruit, mais ce n'était pas de la musique. C'était le chaos, un vacarme discordant privé de rythme, privé de vie. Une terreur épaisse s'infiltra en moi, collante et étouffante comme la boue s'accrochant à mes jambes. Elle me tirait vers le fond, étouffait la lueur dans mes yeux, émoussait les contours de la joie. L'horreur était partout, dans la fange humide sous mes pieds, dans l'attente invisible d'un gouffre béant prêt à m'engloutir, et surtout dans les yeux. Ces yeux prédateurs, brillants dans l'obscurité, remplis de colère et de haine, des yeux qui n'avaient pas leur place dans ce monde. Et puis, il grogna. Ce n'était pas un simple son, c'était une force malveillante, une résonance qui lacéra mon âme. C'était l'anti-musique, un cri né de la trahison, de la douleur et des vibrations d'une disharmonie pure. Se redressant, hors du marais, il se révéla. Dogman. Le nom me vint aux lèvres sans que je sache pourquoi, bien que le voir de mes propres yeux provoqua une révolte instinctive en moi. Il était une ombre, drapée de chair, ses traits oscillant dans une familiarité grotesque. L'odeur de sa pourriture emplissait l'air, son musc oppressant, sa présence accablante. Ses muscles roulaient sous une fourrure épaisse et infecte, et ses griffes luisaient comme des éclats d'obsidienne brisée. Son visage, si l'on pouvait appeler ça ainsi, n'était qu'un amalgame de crocs et de fureur primale. Ses yeux étaient des puits d'encre noire, promettant une malveillance sans fin. Et puis il hurla. Les mâchoires du Dogman déchirèrent dans la nuit d'un son qui n'aurait jamais dû être entendu par une oreille humaine. Ce n'était pas seulement un cri puissant, c'était une force physique brute, comme se tenir face à un train de marchandises lancé à pleine vitesse. Le rugissement me frappa de plein fouet,
une onde rouge qui me projeta en arrière dans l'eau saumâtre du marais. Je tombais, la vase grouillante de sangsues s'agrippant à moi tandis que la bête tournoyait dans l'eau, encerclant ma position dans une frénésie aveugle. Ces éclaboussures résonnaient en écho du chaos qui s'était emparé de mon cœur. Tremblant, je rampais jusqu'à la route, mon corps secoué de spasmes, mon esprit luttant pour appréhender l'horreur qui venait de se jouer sous mes yeux. Un camion surgit, ses phares transperçant l'obscurité. L'espace d'un instant, la scène s'illumina comme sous un éclair. Dogman était là, massif, dégoulinant, son regard rivé sur moi. Il n'était plus seulement une ombre, un spectre tapi dans les marécages de Mallet Boggs. Il était venu pour moi. Mon chemin, mon histoire, ma chanson, tout cela lui appartenait désormais. Je pensais à l'épave plutôt sur la route, aux caisses éparpillées, à l'hélicoptère qui avait survolé la zone. Tout était lié, comme les fils d'un récit trop terrifiant pour être reconstitué. Mon esprit, désespéré de s'échapper, se raccrocha au sifflet d'os d'élan et à la légende du cri de l'élan. Un souffle devenu brume, une voix qui s'était fondue dans la mélodie éternelle. Accroché à ma flûte de bois, je fis la seule chose qui me restait, je jouais. Je jouais contre le silence que Dogman avait imposé, contre la peur qui m'avait englouti tout entier. Les notes tentèrent de s'élever au-dessus de sa présence, mais la bête restait là, impassible. Son souffle empestait la mort et s'enroulait autour de moi comme un poison invisible. Chaque inspiration emplissait mes poumons de cette puanteur fétide, et je luttais pour ne pas vomir, pour ne pas penser à ce qui pouvait bien rendre l'haleine d'un monstre aussi pestilentiel. Dogman avança, sa langue massive et rugueuse sortant de sa gueule dans une parodie grotesque d'affection. Elle effleura ma joue, et un frisson de dégoût parcourut mon échine. L'estomac retourné, je détournai la tête, ravalant le cri qui menaçait d'exploser hors de moi. Car je le savais, si je cédais à la panique, si je hurlais, ces mâchoires s'abattraient sur moi, et je disparaîtrais dans la nuit. Alors, je jouais plus fort, versant dans la mélodie tout ce qui me restait de volonté. Lentement, la bête se figea. Ses grondements s'éteignirent en un frémissement sourd. Son immense carcasse se détendit peu à peu. Puis, sans un bruit, Dogman se détourna et s'enfonça dans l'obscurité du marais. Dans le noir, son hurlement s'éleva une dernière fois. Non plus un cri de rage, mais quelque chose de plus profond, de plus ancien, presque apaisé. Le lendemain matin, la région entière était en effervescence, saturée de rumeurs. Des témoignages affluaient de partout. Un Dogman furieux aurait ravagé des voitures garées et réduit en miettes des devantures de magasins. Les dégâts se comptaient en millions. Mais comme toujours, les sceptiques n'étaient pas loin. Les experts des assurances, rusés comme des corbeaux, rejetèrent les déclarations, arguant du manque de preuves tangibles. Aucun animal n'aurait pu faire ça, assuraient-ils, et les cryptides. Évidemment, ils n'étaient pas couverts par les polices d'assurance. L'oncle Veldemont, lui, avait ses théories, comme toujours. C'est l'ATF qui l'a créé en laboratoire, marmonna-t-il en ajustant les barbelés autour de son alambic et en caressant son antique Gatling monté sur pivot. Il arborait fièrement son chapeau en papier d'aluminium comme un insigne d'honneur, défiant quiconque de douter de sa santé mentale. « Mieux vaut passer pour un fou que d'avoir la vérité traquée hors de vous », disait-il. L'histoire officielle attribuait la mort de Tom Bracken à Dogman, mais tout le monde savait que c'était une fable. Bracken nageait dans les ennuis jusqu'au cou, trempant dans des affaires louches avec la mafia, les mêmes criminels qui balançaient leurs déchets toxiques dans les marais de Mallet Boggs. Plus gros poisson à frire. Tom aurait pu dire, s'il ne s'était pas mystérieusement retrouvé allongé, criblé de 16 balles dans le dos, une nuit. Mais nous savions tous la vérité. Tom n'avait pas trébuché. Dogman l'avait poussé. Dogman est toujours là, fantôme du marais. Son chant tissé dans l'ombre et la vase. La vérité sur lui ne sera jamais pleinement révélée. Le marais garde ses secrets, et quelque part, enfoui dans l'obscurité, le sifflet d'os d'élan continue d'appeler. Quelle que soit sa chanson, elle n'est pas terminée.